Chapitre 6. Mon plan se tisse conformément à celui du grand architecte des mondes. 1. Une intuition m'a frappé sous la forme d'un symbole. 2. J'ai structuré ce symbole dans ses détails et je l'ai inscrit dans le temps. 3. Je l'ai visualisé dans l'invisible et le visible, face à tous les possibles comportements des uns et des autres. Me voici à la 4e phase, l'affrontement avec les éléments de la matière. Le grand Phénicien, alias Boutros Ebenizar, alias Salman Xagloul, profite de la hauteur pour faire le point sur les choses de ce monde. Son esprit est clair, à l'égal du ciel sans nuages, dans lequel évolue son monoplan Blériot X1-2, piloté par le renard de Sa Majesté Edwin Lawrence. Il règne ici une fraîcheur incomparable. Rien à voir avec le sol où sévit une température de 45 degrés. 500 mètres en bas, 4 camions Benz sortis des usines allemandes de Gagno roulent à 40 km/h sur la piste désertique du Sinaï. Sur les bâches figure en français un texte élégamment peint. Matériel agricole, Beyrouth. Partis du Liban, ils ont rejoint Amman, où ils ont emprunté l'ancienne route romaine Nova Traiana venant de Damas. Ensuite, ils ont obliqué vers le sud en direction d'Aqaba. À leur bord, les 7 péchés capitaux du grand Phénicien. Dans le premier camion se trouve Adamar, le garde du corps africain, avec à ses côtés son vieux complice Pharaon, le secrétaire au menton pointu. Dans les 3 autres véhicules sont répartis le jeune avocat Raphaël Fayad, qui peine à garder ses lunettes sur son nez glissant de sueur. Un petit brun aux cheveux bouclés qui n'a pas la quarantaine, même s'il paraît plus âgé, et 3 hommes en uniforme d'officiers turcs. Turc, il faut le dire vite. L'un d'eux, un athlète avec une grande balafre au front, a tout l'air d'un teuton avec ses cheveux ras. Un autre, un grand échalas, piqué de taches de rousseur, fait plutôt british. Seul, le 3e est crédible, et pour cause. Il est vraiment turc. Ils arriveront à Aqaba demain, avec 8 heures de route difficile derrière eux. Lorsqu'ils progressent sur des parties de l'ancienne voie romaine usée par l'érosion, ces camions allemands, tout fiables qu'ils sont, deviennent sur les pavés antiques des engins de torture. 4 camions, 4 phases d'élaboration du plan, 4 scénarios différents que le grand Phénicien fera croire aux uns et pas aux autres. De toute sa bande, il est le seul à y voir clair. Quatre étapes aussi pour Salem al-Rahman, qui s'apprête à mourir. Il a coincé son corps entre les rochers. C'est ainsi que, depuis des temps immémoriaux, les hommes et les femmes attendent la fin chez les Beni Wardan, debout, jusqu'à ce que la mort vienne. Quand les forces faiblissent, le corps s'affaisse, mais reste vertical entre le ciel et la terre. Salem sait qu'il n'y a pas une, mais 4 morts successives. D'abord, sa respiration cessera, son cœur s'arrêtera de battre. Ensuite, les fluides circuleront encore un peu. Sa barbe poussera aussi, et la peau se rétractera sur ses ongles avant que ne s'installe le froid du cadavre. Bien après, les tissus exploseront, les chairs se détacheront des os, tout se désunira. Et enfin, ce sera la putréfaction accompagnée de ces odeurs nauséabondes. La tradition parle de personnages morts en odeur de sainteté, car leurs cadavres ne dégageaient pas d'odeur.
Il l'a constaté une fois dans sa vie. À la mort de son ami juif Noah ben Louria, un sage kabbaliste vivant dans la ville de Safed en Palestine, considéré depuis ce jour comme un saint. Le Sinaï se termine. Le Blériot X-1-2 aux couleurs de l'armée ottomane, croissant de lune et étoile jaune sur fond rouge, atteint le golfe d'Aqaba sur la mer Rouge. Aqaba, la Bérénice de la dynastie des Ptolémées, la Héléna des Romains, n'est aujourd'hui qu'un port de pêche. Avec sa plage de sable, elle sert de décor à la forteresse ottomane d'Abdul el-Lissal. La position stratégique depuis l'Antiquité au carrefour des routes entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe est occupée par une garnison d'1 millier de soldats visant à prévenir une attaque britannique. Quand le monoplan se pose sur la plage, un comité d'accueil est déjà là. Des soldats turcs au visage jovial, fascinés par la technologie moderne, avec à leur tête Ulmaz Kamal dans son uniforme de général. 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. Ils ont correspondu par courrier et télégramme. Dès le premier coup d'œil, le grand Phénicien juge que l'ami Ulmaz sera la pièce défectueuse de son plan. En vieillissant, il a pris du gras. Il s'est affaissé. Son crâne s'est considérablement dégarni. Il n'avait déjà pas beaucoup d'envergure. Aujourd'hui, c'est l'image même de la décrépitude de la sublime porte. Mais il lui faut être patient. Il a besoin de lui. Le commandant turc est devenu général du 4e corps de l'armée ottomane, forte de 7000 hommes, plus 500 attachés à la garde du shérif des lieux saints. Il contrôle la péninsule arabique, soit 15 fois le Royaume-Uni, 5 fois la France. Toujours amical, Ulmaz Kamal, habité par la même chaleur de jadis. Quel bonheur de vous retrouver, Salman. Venez vous rafraîchir. Ulmaz, mon ami, je te présente le lieutenant Dundar, fait le grand Phénicien en poussant Edwin devant lui. Pilote de votre toute nouvelle armée de l'air. Un garde à vous franc et martial saisit le général. L'Anglais fait de même en baragouinant quelques expressions turques. Avec ses cheveux teints châtain foncé et son uniforme sale, il ne dépareille pas des Ottomans, tout aussi négligés. Je vais vous faire découvrir Octave Mirbeau, Salman. Quel auteur! Le journal d'une femme de chambre. Mirbeau? C'est un anarchiste, non? Toujours aussi niais, cet Ulmaz. Nous sommes là pour le plus gros coup du siècle, et lui, il me parle de littérature. Le général voudrait que l'entretien se déroule dans la salle de commandement de la forteresse bâtie par les croisés au XIIe siècle. Il est fier de montrer cette pièce immense, austère, haute de plafond, et sa longue table en bois massif. Mais justement, ce volume et tous ces soldats en faction ne conviennent pas aux grands Phéniciens. Ce que j'ai à te dire est confidentiel, mon ami. Qu'à cela ne tienne, le général les fait entrer dans son bureau. Edwin, alias Dundar, sort de sa vareuse une carte militaire de la partie ouest de l'Arabie. Les choses sérieuses commencent. Non, pas encore. Le général est si préoccupé de littérature qu'il sort de sa bibliothèque un livre qu'il met dans les mains du grand Phénicien. Octave Mirbeau, le jardin des supplices. Je vous le confie. C'est une métaphore de toute la barbarie dont les hommes sont capables. Je vous écoute, Salman. D'abord un mensonge, un gros. Voici la lettre du ministre Enver Pacha, commence le grand Phénicien. Après lecture, brûle-la. Seuls sont au courant le chef de l'armée Ahmed Jemal Pacha et le grand vizir Mehmet Talat Pacha. Patience encore. Le général a besoin de ses lunettes pour lire. Sûr qu'il a besoin d'y voir clair. Depuis la prise de pouvoir par les jeunes Turcs, l'Empire est dirigé par le triumvirat des 3 Pachas, et tout va trop vite pour lui, alors que le grand Phénicien y évolue à son aise.
Il a largement anticipé la révolution turque grâce à ses contacts avec les sociétés secrètes des officiers décidés à réveiller l'Empire. Hussein, le shérif de la Mecque, fomente des troubles contre l'Empire avec le soutien des Britanniques. Reprend le grand Phénicien. Nous allons le démettre et le remplacer par son neveu le cheikh Zayed. Le MIH s'occupe de tout. Le nom du service secret ottoman, le Mili Istibarat Hizmeti, fait se raidir le général. Pour un peu, il se remettrait au garde à vous. Le lieutenant Dundar appartient au MIH, dit le grand Phénicien, en désignant Edwin. 3 de ses collègues arrivent par la route. Ils seront ici demain vers midi. Nous allons là où personne ne va jamais, mon ami. Même pas vous, les Turcs. Chez les Bédouins. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je parle, et il est en train de placer un disque sur son gramophone. Vous voyez, votre Berliner fonctionne très bien. Ah, c'est marques allemandes. Écoutez ce que j'ai trouvé. La flûte enchantée. Mozart. Ayant placé un disque sur le plateau, le général revient tout oui. Je vous écoute, Salman. 7 spécialistes arrivent de Beyrouth. Un avocat en droit international. Mon trésorier, mon garde du corps, mon secrétaire et 3 autres du MIH. Un spécialiste en communication et explosifs et 2 officiers formateurs anciens janissaires. À l'évocation du mot janissaire, le détachement Oulmaz se fissure un peu. Le corps de ces 140 000 soldats d'élite, célèbres depuis le XIXe siècle, a beau avoir été dissous, les janissaires ont perduré en se louant comme mercenaires auprès de plusieurs royaumes arabes. Ils transportent des armes pour le neveu d'Hussein. 500 fusils britanniques, Martini Henry calibre 11,43, 400 kg de munitions et 50 kg d'explosifs à la cordinite. Ce chargement sera embarqué sur mon navire qui arrive demain. Il sera livré à Zayed, 600 km avant Jeddah, à Al-Wajj. Très bien. Quel niais ce général. Il m'écoute d'une oreille, l'autre happé par son insipide flûte enchantée. Cette musique, le grand Phénicien ne l'aime pas. Il l'a découverte à l'Opéra Comique de Paris en 1903. Autour de lui, les bourgeois se pâmaient en parlant de musique espiègle. Lui, il l'a trouvée naïve, avec cette flûte ridicule qui la ramenait. Les femmes frémissaient de la puissante armée de violons. Pour lui, c'était une hystérie. Des hommes très sérieux murmuraient qu'elle avait une dimension initiatique. Lui, il la détestait. Pendant qu'Ulmaz lui inflige Mozart, il poursuit. Faisons le point sur Zayad, le neveu d'Hussein. Quelles sont tes dernières informations? Il sera à votre rendez-vous, après-demain dans la soirée. Son oncle Hussein ne se doute de rien. Parfait. 250 km plus loin, c'est Yanbu. Mon navire déchargera à cet endroit du matériel de forage. Nous allons faire cadeau à Zayed de quelques puits d'eau. Edwin pointe du doigt sur la carte les différents lieux. Passionnant, j'en suis ravi, opine du chef le général. Ensuite, mon navire ira débarquer mes pèlerins à Jeddah. Mes pèlerins? Ces 2 interlocuteurs l'interrogent du regard. L'Anglais lui-même n'est pas au courant de tous les détails. Discrétion oblige. Les consuls européens et votre gouverneur sur place surveillent tout. Aussi, je vais me noyer parmi les pèlerins. Je serai en pèlerinage. Vous êtes le seul à être informé, cher Oulmaz. Très ingénieux. J'irai à la Mecque en rejoignant la caravane de Bassora, ici, à Dalm. J'en ferai partie comme un simple pèlerin, mêlé à ceux venant d'Iran, d'Irak, d'Afghanistan et du Koweït.
Jeddah d'Alm, c'est 400 kilomètres tout de même. J'irai avec le monoplan. Ah, bien sûr. Je récupérerai sur la route les tribus bédouines qui traînent pour les fédérer autour de Zayed. Et j'entrerai à la Mecque par le nord-est. Edwin n'écoute plus. La suite du scénario, il la connaît par cœur. Il y aura des troubles dans les rues, ce qui permettra à Zayed de proposer de l'aide à son oncle et justifiera la présence de ses hommes à l'entrée de la Mecque. Et le 8e jour du mois de Dhu al-Hijjah, un événement déclenchera l'intervention massive des hommes de Zayed. Un événement? Une bombe va exploser sur la Kaaba. Oulmas frémit. Est-ce forcé de faire sauter la Kaaba? Il y a d'autres manières de... Voyons, Oulmaz, la Kaaba, c'est symbolique. Elle a été détruite tant de fois. Dévastée à coups de catapulte par Al-Hajj ibn Youssouf en 693. Rasée par Mourad IV en 1630 pour être reconstruite parce qu'elle était en très mauvais état. Et du temps du prophète, quand la Kaaba allait s'effondrer, ils l'ont démolie et reconstruite. C'est même lui, la paix soit avec lui, qui a remis la pierre noire à sa place. Détruite, incendiée, reconstruite, et toujours le centre du monde. Et si je remonte en arrière, n'a-t-elle pas été détruite par le déluge et remontée par Abraham? Ce n'est qu'un cube de pierre, Oulmaz, a-t-il envie d'ajouter. Un tas de briques, une chose plusieurs fois brisée au cours des siècles. Le grand Phénicien a beau dérouler son livre d'histoire, il voit bien que l'idée de toucher à la Kaaba gêne le Turc. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne rien faire. Que vos hommes se tiennent à l'écart. La garnison de Jeddah ne devra pas bouger, celle de Médine non plus. La stratégie d'Enver Pacha est simple. Remplacer Hussein avant qu'il ne fomente quelque chose avec les Britanniques, puis reconnaître son neveu quelques jours après la prise de pouvoir. C'est compliqué, finit par dire le général. Mais si tels sont les ordres du gouvernement, le pauvre, s'il savait. C'est tellement plus compliqué que ça. Mais un militaire, peut-il comprendre? Dans ce scénario numéro 1, spécial turc, pas un mot sur l'extraction du pétrole. On parle d'eau. Rien sur ses accords avec les Britanniques. Il ne s'agit que de politique arabe interne à l'Empire. Les laissez-passer sont-ils prêts, Oulmaz? Je vais les faire établir. Cependant, je voudrais revenir sur... Il pinaille, cette ganache de général. Il veut tout comprendre, et son cerveau est lent. Patience encore et encore.